Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous pour ce JT du mercredi 20 mai. Toutes les heures, à partir de 18h, retrouvez l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Avec l'incendie de plusieurs antennes, la diffusion de certaines chaînes de télévision et notamment Télé Grenoble est encore perturbée. Depuis ce mercredi matin, le relais de Jarry a été réparé, permettant à une partie de l'agglomération de retrouver un service normal. La réparation des autres relais devrait prendre encore plusieurs jours. Et on commence ce journal avec une triste nouvelle à Sainte-Marie-du-Mont. Un homme de 28 ans a été tué d'un coup de couteau dans la nuit de dimanche à lundi. Sa compagne âgée de 24 ans est mise en examen pour homicide volontaire sur conjoint. Elle a été déférée mardi au parquet de Grenoble qui a ouvert une information judiciaire pour meurtre au cabinet d'un juge d'instruction. Sans transition, place à un tout autre sujet. Le docteur Didier Leget alerte sur la situation médicale de certains patients qui pourrait devenir dramatique. Avec la crise sanitaire du Covid-19, l'ensemble des blocs opératoires à la fois de l'hôpital public et des cliniques privées ont dû s'arrêter pour laisser toute l'énergie aux soins en réanimation et au nouveau coronavirus. Mais après 2 mois de ralentissement de l'activité thérapeutique, chirurgicale et cancérologique, la question des patients non Covid se pose gravement. Les professionnels de santé essaient tant bien que mal de reprendre leur activité, mais ce péniblement et à un rythme très réduit d'environ 35% pour certains établissements et au maximum 50% de leur capacité opératoire pour d'autres. Pas très rapidement des solutions pour reprendre notre liberté, notre indépendance vis-à-vis des ARS qui mettent une pression forte, il va y avoir des mois de retard de diagnostic. Et en cancérologie, ces mois vont se traduire par du décès, par des métastases, par des évolutions de cancérologie qui entraîneront la mort. Et ce d'autant que la radiothérapie, les chimiothérapies préopératoires nécessaires pour un certain nombre de traitements n'ont pas pu avoir lieu durant ces 2 mois. Et puis, il y a toute la chirurgie fonctionnelle, que ce soit la cataracte, que ce soit les prothèses d'épaule, prothèses de genoux, prothèses de hanche, les canaux carpiens, mais aussi la chirurgie fonctionnelle de l'incontinence urinaire, des problèmes de prolapsus, rectaux, vésicaux, etc. Ça entraîne pour les gens 2 mois et demi, 3 mois d'attente. Et pour un certain nombre d'entre eux qui n'ont plus affaire à de la rééducation possible, à de la kinésithérapie, ça entraîne des impotences fonctionnelles majeures avec des handicaps. Et pour les personnes âgées, cette perte d'autonomie en lien avec une absence de chirurgie orthopédique va entraîner une surmortalité certaine dans les mois qui viennent. Alors il faut à tout prix que tout ça puisse changer, il faut que les médecins retrouvent leur autonomie, les médecins sont tous prêts à s'arrêter demain s'il y a une deuxième crise Covid, et il faut surtout que le plan blanc élargisse et que les ARS retrouvent de l'autonomie. Les ARS sont aujourd'hui complètement au garde à vous devant le ministère de la Santé, y compris dans des départements ou des régions où il n'y a pas eu de patients Covid. Il faut donc à tout prix que dans ces régions qui sont les régions vertes, les ARS puissent laisser les praticiens reprendre leur activité de dépistage et leur activité thérapeutique. Dans les régions rouges, il est probable que ce soit les régions où il n'y ait pas de deuxième pic et il faut là aussi libérer les médecins tout en leur donnant les moyens de travailler. Alors, je suis très inquiet par rapport à toutes ces mortalités, par rapport à tous ces handicaps qu'aujourd'hui vont apparaître parce qu'on n'aura pas eu les moyens de travailler. Il faut à tout prix que dans les 8 jours qui arrivent, la solution soit réglée sur tout le territoire et en particulier sur notre territoire à Grenoble, mais bien évidemment dans toute la France, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de souffrances à venir. Et s'ajoutent à ces difficultés des manques de médicaments, notamment des anesthésiques et des pénuries de matériel. C'est le fléau des éleveurs, les attaques de loups. Ces dernières semaines, plusieurs d'entre eux ont été victimes ou victimes présumées de ces agressions animales. Lilian Veillet a rencontré 2 de ces éleveurs très inquiets. Des poils retrouvés sur les barbelés, des traces de pas dans la terre et des morsures sur les bêtes. Pas de doute, c'est un loup. Voilà, il est passé là, un de ces 2 barbelés. Une personne de l'Organisation française de la biodiversité est venue constater et a confirmé les inquiétudes de Joël. Résultat, l'éleveur a perdu 2 brebis. J'ai trouvé la première bête ici, à une vingtaine de mètres. Et le restant du troupeau était dans le coin là-bas, tout affolé. Sur ces 14 moutons, 9 autres ont été blessés. Plusieurs brebis ont encore les marques des crocs sur le cou et même du sang séché. Prise à la gorge par le loup, la plupart a du mal à manger et son agneau n'arrête pas de tousser. D'autres éleveurs ont aussi subi des attaques à Claye et Saint-Paul-de-Vars, comme Sophie qui avait ses moutons et ses chèvres dans un parc fermé et électrifié.
juste à côté de la maison. À 6 heures, j'ai entendu une de mes brebis bêler. Donc comme elles ont des agneaux, je suis allée voir, pas qu'ils soient coincés quelque part. Et c'est là que j'ai trouvé que mes moutons étaient éparpillés de partout et que mes chèvres étaient mortes et que tous mes agneaux étaient morts. Au début, j'ai pas compris, puis après j'ai vu qu'une chèvre avait commencé d'être mangée et les agneaux aussi un peu mangés. Sophie a donc investi dans un chien pour protéger son troupeau et elle rentre ses animaux la nuit, comme Joël qui n'arrive plus à sortir les brebis de son hangar. Mais le plus inquiétant, c'est que son parc est en plein milieu du village, à 2 pas de l'école. Le maire a donc demandé l'autorisation au préfet pour effectuer des tirs de prélèvement, car le loup a gagné du terrain. Les cheptels de mouflons, de chamois ont été divisés par 2 voire 3 depuis 3 ans. Les animaux ne trouvent en plus suffisamment de nourriture sur les contreforts du Vercors, redescendent dans la vallée et donc on va être de plus en plus à risque. Donc pour éviter ça, je pense qu'il faut aujourd'hui essayer de réguler la population. Il ne s'agit pas d'être contre le loup ou pour le loup, il s'agit juste de trouver un équilibre. Mais aujourd'hui, le loup étant une espèce très protégée, il peut être difficile d'obtenir l'autorisation pour le chasser. Il faut que ça soit une espèce qui doit être protégée et non pas strictement protégée pour nous laisser effectivement plus de marge de manœuvre au niveau national et ne pas être bloqué par des directives européennes. Sur l'ensemble du territoire national, la protection, la rémunération des éleveurs qui ont subi une attaque et tous les services autour coûtent au total 102 millions d'euros sur 3 ans au ministère de l'Agriculture. Et ce ne sont pas les seuls. D'autres éleveurs inquiets espèrent obtenir l'autorisation de la préfecture de pratiquer des tirs de défense. Le week-end arrive et plus tôt que prévu pour ceux qui font le pont. Et comme pour l'instant, les promenades ne peuvent s'effectuer qu'à moins de 100 km à vol d'oiseau autour du domicile. Les espaces naturels sensibles de notre territoire sont le rendez-vous évasion à ne pas manquer. En Isère, 57 ENS sont de nouveau ouverts au public. Alors pourquoi ne pas se rendre au bois de la Bâtie, se balader autour des marais de la Véronnière et du Courbon, ou encore voyager sur le plateau de la Molière et du Sornin. Pour veiller à la santé de chacun, les règles sanitaires strictes sont indiquées par un affichage à l'entrée des sites. Autre sortie pour les gourmands pendant ce week-end de prolongé, direction le Grand Séchoir à Vinay pour casser de la noix. Ce musée dédié à la culture de la noix rouvre ses portes tous les week-ends à partir de jeudi. Il adapte ses horaires et accueille le public de 10h à 12h30 le matin et l'après-midi de 14h à 18h. L'occasion donc de découvrir l'histoire de la région, les contes et légendes autour de la noix, mais aussi d'une escapade visuelle grâce au parc paysager situé au contrefort du Vercors. Bien sûr, les conditions d'accueil sont adaptées dans le respect des mesures sanitaires. En mai, fais ce qu'il te plaît et il est grand temps de déneiger pour les grands cols des Alpes. Cette année, avec le confinement, les opérations ont pris du retard et les cols de la Savoie réouvriront entre la fin du mois et la mi-juin. Des images de déneigement à chaque fois impressionnantes ici au col de Galibier, pour lequel l'ouverture est prévue le vendredi 29 mai. Déneigement du Galibier, on a entre 4 et 6 personnes qui sont tous les jours présents, avec des horaires adaptés pour pouvoir travailler plus tôt le matin, parce que les conditions pour pouvoir travailler, le risque justement d'avalanche est plutôt faible le matin. Donc ils démarrent plutôt à 5h30 ou 6h du matin pour finir en milieu de journée. La particularité, on va dire, du col du Galibier, c'est que sur sa partie sommitale, il y a 2 itinéraires, ce qui est quand même très intéressant, parce qu'on a le fameux tunnel qui permet d'éviter le dernier kilomètre de montée et de passer par le col historique, qui nous permet de faire circuler notamment les poids lourds sur la partie là, et qui nous permet d'ouvrir un peu plus tôt parce qu'on n'a pas besoin d'avoir déneigé la partie haute pour ouvrir le col et la liaison avec les Hautes-Alpes. Et ça permet aussi de séparer un peu les flux l'été, c'est-à-dire qu'on a moins de trafic sur la partie col, enfin moins de trafic de transit notamment, elle est un peu plus réservée pour nos cyclistes et nos motards. Et puis le trafic qui est vraiment de transit veut passer d'une vallée à l'autre pour se déplacer, prend plutôt le tunnel, quoi. Et en Isère s'effectue en ce moment le déneigement du col du Glandon. On reste à la neige avec notre série rétro, jour pour jour, retour aujourd'hui, 7 ans en arrière. En cette fin du mois de mai 2013, les conditions de neige exceptionnelles pour la saison permettent à certains skieurs de jouer les prolongations sur le domaine nordique de l'Alpe d'Huez. 10 fondeurs font la trace sur le plateau de Poutran.
Un mois après la fin de leur saison, ils ont déjà les skis aux pieds pour préparer l'avenir. La fédération a fait appel au service des remontées mécaniques pour préparer une piste de 5 km, utilisée par les 7 sports du groupe France, sous l'œil expert de leur entraîneur, champion du monde de poursuite en 2005. Fin mai, toujours sur les skis, c'est vrai que c'est une année quand même exceptionnelle à 2000 mètres de pouvoir skier sur une piste qui a été entretenue tout l'hiver et on retrouve vraiment un super profil ici à l'Alpe d'Huez, un profil nordique, vallonné, comme on a besoin et on retrouvera l'hiver en compétition. Cette période de l'année, c'est essentiellement remettre des bases. C'est vrai qu'on est encore sur les skis, on en profite pour justement retrouver des sensations, même si l'hiver n'est pas très loin. Techniquement, on passe du temps pour repartir du bon pied. 3 filles du team Grenoble-Isère sont venues également profiter des conditions favorables à leur pratique. Bon là on est venu en plus, c'est un stage en plus entre amis. C'est une neige de printemps mais qui reste agréable à skier, ça reste assez dur là ce matin, donc c'est toujours un plus de pouvoir skier jusqu'à le plus tard possible, quoi. En skating ou style classique, les Jeux Olympiques de Sotchi en février 2014 arrivent à grands pas, mais pour les garçons de moins de 23 ans, les championnats du monde espoir se tiendront un mois auparavant en Italie. Et au JO de Sotchi en 2014, l'équipe de France masculine de ski nordique décrochera une médaille de bronze historique en relais. Jeudi à 20h45 sur Télé Grenoble, découvrez l'émission Voyons voir consacrée aux nouvelles technologies. Deuxième région de France en termes d'emploi dans l'industrie numérique, Auvergne-Rhône-Alpes ambitionne à l'horizon 2021 d'être reconnue comme une référence européenne dans le secteur. En janvier dernier, une trentaine de ces startups innovantes ont participé au Consumer Electronics Show ou CES de Las Vegas, le plus grand salon mondial dédié aux transformations technologiques. L'équipe de Voyons voir a rencontré l'un de ses participants, Tim McLean, fondateur d'une application dédiée à la montagne. Avec les filières, les talents et les nombreux projets, notre territoire se positionne comme le leader de toutes les réflexions liées aux nouvelles technologies, une véritable pépinière de talents à retrouver sur notre antenne jeudi à 20h45. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous lundi pour une nouvelle édition du JT. On se quitte avec ces belles images du Vercors. Encore une autre idée de sortie près de chez vous. Excellente soirée à tous. How can I rearrange and put it on the page when the enemy's at the door and there's nothing you can do they've never seen before, and everybody knows nothing's gonna happen with you back again.